Alors, nous nous retrouvons donc pour terminer ce cours sur Sens et possibilités de la vie politique. Nous parlions dans cette troisième et dernière partie un peu des finalités de la vie politique. En somme, peut-on considérer qu'il faut organiser en fait la vie politique, non pas en fonction d'une certaine idée du bien, une certaine représentation du bien, mais en laissant ce contenu et cette question dans la neutralité et aux soins en fait des individus qui composent la société. Voilà. Alors, nous avions parlé à la fin de la dernière vidéo du minimalisme éthique, l'organisation libérale de la société, et j'avais pris l'exemple de la marchandisation du corps. Alors, il me semble que ici, justement, précisément sur cet exemple de la marchandisation du corps, on voit apparaître vraiment l'ambiguïté du projet libéral, à savoir que euh, l'éthique minimaliste, sous le terme de libéralisme, libéralisation des échanges, enfin plutôt des rapports entre les hommes, d'une certaine manière rétablit un peu la loi du plus fort dont nous étions partis dans le Grand 1. Je veux dire par là que dans quel pays on a autorisé la GPA. Bon, dans des pays qui sont tout à fait riches et développés, comme voilà la Grande-Bretagne, comme certains États américains, comme la Californie. Je crois que c'est pas dans tous les États américains, hein, mais par exemple en Californie, oui, bien sûr. Et puis aussi dans des États, par contre, qui sont pas du tout des États prospères, comme par exemple l'Inde, le Vietnam, le Mexique. Bon, et en fait, que se passe-t-il dans ces états-là qui, en fait, quelles sont les femmes qui louent leur utérus? Eh bien, ce sont les femmes qui sont dans la misère et qui essayent d'une façon ou d'une autre d'en sortir, bon, par ce moyen. Bon, n'est-ce pas, en fait, ici, une certaine façon d'abuser en fait de la misère des gens euh, par un commerce qui exploite les plus faibles, hein, ceux qui n'ont plus rien ceux qui n'ont plus rien pour survivre, hein. Et c'est ainsi qu'en Inde, en fait, on pratique la gestation pour autrui dans des immeubles où se retrouvent en fait des cohortes de femmes issues de l'immigration rurale qui ne trouvent pas leur place, qui ne trouvent pas de mari, qui ne peuvent pas se marier, qui ne trouvent pas leur place dans la société indienne et qui en fait se retrouvent dans des sortes de voilà de barres d'immeubles, comme ça des centaines de femmes, à enfermées dans un appartement à apporter l'enfant de riches touristes occidentaux qui viennent donc faire des inséminations artificielles et recueillir ensuite leur bébé une fois que celui-ci est sorti du ventre de cette femme, qui n'est pas exactement la mère de l'enfant, mais la mère porteuse, on va dire. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas encore un nouveau moyen, tout simplement, d'abuser de la faiblesse de ceux qui sont sans défense ou sans moyens pour survivre? Le droit français interdit encore cette pratique pour l'instant. Peut-être qu'on en discutera dans les années à venir, je ne sais pas. Mais en tout cas, le droit français l'interdit. Alors non pas exactement au nom de considérations morales et religieuses, comme par exemple voudraient le faire bon, les mouvements intégristes, qui bien sûr sont complètement opposés à la gestation pour autrui pour des raisons religieuses, hein. Mais le droit français s'y oppose, non pas pour des raisons religieuses, mais en fait au nom un peu du principe Fantine, c'est-à-dire, vous savez, Fantine, c'est ça, je crois. Oui, le personnage des Misérables qui vend ses dents et qui vend ses cheveux parce que elle ne peut, voilà, elle ne peut plus rien faire d'autre pour survivre, elle est dans une misère extrême. Bon, la loi française, en fait, interdit ce genre de pratique, c'est-à-dire que la loi française, en fait, définit très précisément les conditions dans lesquelles on peut céder des parties de son corps. On peut céder des parties de son corps à titre gratuit uniquement, et uniquement les parties renouvelables du corps, c'est-à-dire les gamètes, le sang, enfin les parties qui peuvent se renouveler, mais pas les autres parties, sauf dans le cas très précisément cadré par la loi, des dons d'organes pour, euh, pour, des, pour des proches, dans l'unique condition où l'organe en fait n'est pas un organe vital, hein. On n'a pas le droit, par exemple, devant la loi française, de donner son cœur, même si, je sais pas, par exemple,
on n'a plus du tout le goût de vivre et que on est un petit peu âgé, et, bon, et qu'on est malade, alors pas d'une maladie de cœur, d'une autre maladie, on ne peut pas en fait décider que l'on va donner son cœur à un proche, par exemple, qui aurait besoin d'une greffe de cœur et qui serait donc compatible génétiquement, mettons. Hein, on ne peut pas décider de faire cela. Hein. On peut donner une partie de son corps qui n'est pas un organe vital, on peut donner un rein, par exemple, mais on ne peut pas donner les deux. Voilà. Et surtout, tout cela, c'est à titre gratuit, afin en fait d'éviter, si vous voulez, le sordide de la situation de Fantine dans le roman de Victor Hugo, c'est-à-dire de voir des gens en fait contraints, poussés par la misère extrême, sacrifier des parties de son corps. On considère qu'en fait c'est contraire à la dignité humaine, voilà, tout simplement. Donc ici, il y a bien un fond, effectivement, d'éthique substantialiste, et en considérant qu'il y a quelque part une certaine conception de la dignité humaine qui nous interdit effectivement d'autoriser le commerce des parties de son corps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, en France, on ne peut pas on ne peut pas faire marchandise de tout. On ne peut pas passer n'importe quel contrat. Il y a des contrats qui ne sont pas valables. Hein. Par exemple, si je décide, voilà, à titre privé, de donner mon cœur à quelqu'un, eh bien en fait, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire qu'ici, en fait, l'éthique contractualiste se voit primée par ici la loi, hein, qui interdit en fait que le simple accord entre deux personnes, voilà, soit une garantie suffisante ou permettent, hein, ou donnent le droit de procéder à n'importe quel échange. Bon. Parce qu'on considère qu'en fait, finalement, c'est la loi du plus fort. Que sans ce type de garantie, effectivement, on verrait des Fantines qui vendraient leurs dents, qui vendraient leurs cheveux, et que ce serait là quelque chose d'insupportable par rapport à la dignité humaine. Et c'est au nom de cette même conception qu'en France, effectivement, on ne veut pas que dans les endroits les plus déshérités de France, on trouve effectivement des femmes réduites par la misère, vendre l'enfant qu'elles porteraient, les enfants qu'elles porteraient dans des conditions sordides. Hein. Voilà. Alors, en fait, est-ce que l'éthique minimaliste ne renvoie pas à ce scénario hobbesien de la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire de la loi du plus fort, hein. C'est un peu le procès qu'on a le droit de faire, me semble-t-il, à ce qu'on appelle en fait l'ubérisation des rapports humains. Alors, ubérisation du nom de cette société, Uber, hein, qui s'est fondée, euh, et qui propose en fait effectivement de faire marchandise d'un peu tout. C'est-à-dire que le principe d'Uber, c'est que bon, les conducteurs franchisés par Uber ne sont pas des taxis, mais utilisent leur véhicule privé pour prendre des voyageurs et les mener d'un point A à un point B, mais non pas à titre de taxi, mais simplement à titre de conducteur privé. Bon. Et c'est une façon de dire, bon, voilà, en fait, finalement, quand je voyage dans ma voiture, je suis tout seul, c'est dommage, j'ai 3 places, 4 places disponibles, pourquoi je ne pourrais pas pourquoi je ne pourrais pas vendre ce service, profiter du fait que je fais une dépense, c'est vrai, une dépense d'énergie, une dépense de gasoil, enfin bref, pourquoi ne profiterais-je pas de mon bien en fait pour en tirer un profit supplémentaire? Pourquoi je ferais pas la même chose avec, je sais pas, moi je sais tailler les rosiers, donc en fait pourquoi je pourrais pas faire marchandise de ce talent? Pourquoi je ne pourrais pas faire marchandise de ma maison, m'improviser un peu, je sais pas moi, hôtelier, quoi, parce que j'ai une chambre chez moi, j'en fais rien, bon, je pourrais, etc., etc. Et donc en fait, on pourrait faire marchandise de tout. Et voilà, en France typiquement, il y a une multitude de lois en fait qui empêchent cela, qui interdisent cela, qui encadrent en fait par exemple le métier de l'hôtellerie. Hein. Et donc pourquoi en France maintenir des lois qui empêchent ce développement de l'économie? Et donc la logique libérale voudrait en fait effectivement qu'on libéralise tous ces secteurs et que chacun puisse un peu s'improviser, voilà, hôtelier, taxi, restaurateur à la maison, etc., etc. Hein. L'idée étant que finalement la logique libérale conduise chacun à devenir l'entrepreneur de lui-même, hein, et
pardon, cette poursuite en fait de la libre entreprise permette à chacun de s'épanouir, de se développer, de réussir, de devenir heureux dans la vie, etc. Bon, alors, est-ce que il n'y a pas là une résurgence du schéma de la guerre universelle, c'est-à-dire de l'idée que finalement, voilà, la société, c'est chacun seul contre tous, et ce qui prime, ce qui fait l'équipe de la société, bah, finalement, c'est la concurrence généralisée, hein, la concurrence de tous les acteurs de l'économie. Donc on supprime effectivement tout ce qui entrave, toutes les régulations en fait, hein, qui sont censées euh, freiner ou limiter cette guerre de tous contre tous. Finalement, bah voilà, c'est comme ça que on voit dans les grandes villes des malheureux courir la ville sur leur vélo à toute vitesse pour aller livrer des sushis un peu partout aux quatre coins de la ville, vivant dans enfin, travaillant dans des conditions qui ne sont pas encadrées par la loi, parce que c'est le principe de l'ubérisation. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, oui, petite précision, les salariés des entreprises de livraison, pardon, c'est pas les salariés, les entrepreneurs qui travaillent pour des entreprises de livraison de repas ne sont pas salariés précisément de ces entreprises, comme par exemple, ils ne sont pas salariés, je sais pas, d'Uber Eats par exemple, ou les taxis Uber ne sont pas salariés par Uber, ce sont des auto-entrepreneurs, hein, qui donc ne bénéficient pas des couvertures de droits garantis par le salariat, hein, même si on a dit qu'avec Marx que le salariat c'était très mal. Bon, on n'empêche que le salariat c'est aussi une certaine garantie des droits. Et par conséquent, en fait, on voit là une multitude d'auto-entrepreneurs qui sont donc complètement nus, qui n'ont pas le moindre droit salarial concédé aux autres travailleurs, hein, qui sont là salariés dans des entreprises par exemple, de livraison de repas, hein, et euh, il y a là une forme de lutte, oui, de tous les misérables qui n'ont rien d'autre que leur mollet et leur vélo, quoi, pour pouvoir assurer le minimum vital, quoi, hein. Et en fait, oui, je vous avais parlé dans la première vidéo, je crois, de cette espèce d'obsession contemporaine dans la fiction pour la guerre universelle, dans les fictions survivalistes, les séries qui parlent de la fin du monde, le dernier survivant de l'humanité qui essaye péniblement de survivre à coups de machette contre des hordes de zombies. Bon, en fait, est-ce que dans cette obsession survivaliste de la fin du monde, il n'y a pas, bon, en plus de l'obsession, bien sûr, du péril écologique, hein, est-ce qu'il n'y a pas également, en fait, l'écho de comment dire, la violence sociale que représente la guerre de tous contre tous dans des sociétés où en fait dans des sociétés libéralisées dans lesquelles les lois sont de moins en moins protectrices pour les travailleurs, hein, et dans lesquelles les travailleurs du coup sont de plus en plus soumis à la concurrence forcenée. Est-ce que du coup, c'est pas ce qui prête au fantasme de cette guerre de tous contre tous. Il n'y a plus d'État, on se retrouve avec sa machette au milieu de la nature pour lutter contre des ennemis féroces, hein. Quand les créateurs de la série Walking Dead étaient sommés de répondre un peu aux accusations de violence extrême, abominable, etc., parce que c'est vrai que c'est horrible, quoi. Dans cette série en particulier, eh bien, ils répondent que, en fait, ils ne sont pas violents, ils reflètent la violence de la société. Et c'est vrai. Alors, on peut trouver que c'est une réponse quand même un peu jésuitique, enfin, disons, un peu opportuniste, quoi, de dire voilà, il se passe des trucs horribles dans la vie, il y a des violeurs, il y a tout ça. Alors, on n'a qu'à faire pareil dans la fiction et ça intéressera tout le monde. Bon, alors, on peut trouver que c'est un peu opportuniste, mais n'empêche qu'il y a un fond de vérité. C'est que cette violence-là, la violence qui est montré dans ce genre de fiction est le reflet effectivement d'une certaine violence sociale, la violence des travailleurs qui se retrouvent de moins en moins protégés par les lois et donc soumis à une concurrence générale. Voilà, un peu une préfiguration du monde Uber en fait, très très moderne, hein. C'est ça le paradoxe de cette série où on trouve des gens qui sont au fond des bois, ils sont des petits brélages avec des nœuds, des bouts de ficelle, et en fait ça parle de la société moderne, hein, de la société ultra moderne avec voilà, des travailleurs qui se retrouvent, en fait, qui sont des misérables en concurrence les uns avec les autres, hein. Jean-Claude Michéa va
jusqu'à dire qu'il ne peut pas exister de société libérale. C'est-à-dire que l'idée même d'une société libérale est contradictoire dans les termes. C'est-à-dire que si seule prime la recherche de l'intérêt personnel, alors il ne peut plus exister de forme de société. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Une société, pour fonctionner, a besoin en fait de gens dévoués, de gens qui ne sont pas uniquement préoccupés de la poursuite de leur intérêt personnel, qui ne sont pas uniquement préoccupés de la guerre, de la concurrence générale, mais qui s'occupent aussi de se consacrer, de donner aux autres, de donner de leur temps, de donner de leur énergie. Une société ne peut pas fonctionner si il n'y a que des médecins préoccupés de leur intérêt personnel et si on ne trouve plus de médecins qui soient simplement dévoués à leurs patients. Une société ne peut pas fonctionner si il n'y a pas d'ouvriers dévoués à leur métier, désireux de travailler pour la société. Une société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas euh, même, je sais pas moi, des policiers qui soient simplement désireux de conserver, de protéger l'ordre dans la société. Hein. Si pendant voilà, la crise du Covid, on voyait d'étaler médecins, policiers, ambulanciers, pompiers, etc., la société ne pourrait plus fonctionner si les gens en fait, se préoccupaient uniquement de leur bonheur personnel, de leur sécurité personnelle, et donc désertaient leur emploi, leur poste, leur fonction au premier péril, eh bien la société ne pourrait plus fonctionner. Hein. Et donc, finalement, une société a besoin de solidarité, ne peut pas se suffire d'égoïsme. Hein. Et finalement, cette devise que les Américains impriment sur leur billet de banque, In God We Trust, n'est-ce pas tout simplement l'appel à un miracle? C'est-à-dire que si on table uniquement dans une société totalement libéralisée, si on table uniquement sur l'égoïsme, comme dans la ruche de Mandeville, hein, si on table uniquement sur l'égoïsme de chacun pour maintenir l'ordre social et la prospérité, qu'est-ce qu'il faut-il? Ben, il faut un miracle. Il faut un miracle. Il faut que Dieu soit là pour nous protéger. Hein. Et finalement, que se passe-t-il à chaque fois que, à échéance régulière, les sociétés, l'économie menace de s'effondrer sous la pression des krachs boursiers, des bulles financières, des crises à répétition? Eh bien, que se passe-t-il dans tous ces cas-là? Eh bien, finalement, il faut toujours finalement une intervention providentielle de l'État, providentielle justement, c'est-à-dire en fait la mise en œuvre des mesures keynésiennes interventionnistes qui sont donc en général à l'opposé même du libéralisme, c'est-à-dire ce que les penseurs du libéralisme honnissent par excellence, c'est-à-dire la pensée de l'économiste Keynes qui, pour sa part, milite pour l'intervention de l'État dans les affaires économiques. L'État n'est pas simplement l'arbitre de l'économie, mais doit aussi imposer sa conception dans l'organisation de la société. Voilà. Bon, alors, en fait, posons à présent, dans la toute dernière sous-partie, la question fondamentale qui est sous-jacente, je crois, derrière toutes ces problématiques. Hein. Le projet libéral correspond-il véritablement à la nature humaine? Si l'on se réfère à Bernard Mandeville, à Adam Smith, aux penseurs classiques du libéralisme, hein, l'égoïsme serait en fait la loi de la nature humaine, et c'est au regard de cette lucidité anthropologique qu'il faudrait effectivement organiser la société en décidant d'organiser la société en fait dans le sens de la concurrence générale, puisque finalement bon, la concurrence générale est inévitable si les hommes sont par nature égoïstes. Bon. Alors la concurrence, pour sa part, serait même, dans ce cas-là, tout simplement la loi de la nature. Voilà un argument qui, au XIXe siècle, vint requinquer ces philosophies libérales, hein, un argument que l'on trouve chez Darwin, ou que l'on croit trouver chez Darwin, parce que, après tout, si on regarde du côté de Karl Marx aussi, après tout, se réclame du darwinisme, hein, mais en l'interprétant d'une façon complètement différente, non pas dans le sens de la concurrence. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si l'on prend d'ailleurs simplement cet argument, l'argument naturaliste, hein, qui consiste à dire, voilà, Darwin nous a expliqué que la concurrence était la loi de la nature, hein, la loi du plus fort, le plus adapté, plus exactement, le plus adapté survit, et enterre ses rivaux, ses concurrents. Bon, alors, est-ce que vraiment on peut y voir là une loi de la nature qui justifierait donc dans ses fondements
le projet libéral. Alors, il me semble que non, et je m'en réfère ici à un autre darwinien complètement opposé à cette interprétation, je veux dire Kropotkin, l'anarchiste russe, hein, qui à la fin du XIXe siècle se plaçait lui-même sous le signe du darwinisme pour expliquer que en fait la solidarité est en elle-même un facteur d'évolution. Et cela, il ne l'a pas inventé, il le dit en tant que naturaliste, hein, en tant que savant, voilà, spécialiste de la vie animale, mais il le dit également en tant que lecteur de Darwin, c'est-à-dire que Darwin lui-même met en avant le fait que les sociétés animales, enfin, pardon, les espèces animales les plus favorisées, qui résistent le mieux aux agressions, aux changements, etc., ce sont les espèces dans lesquelles règne une forme de solidarité, à savoir par exemple les sociétés d'insectes qui sont extrêmement solidaires. Si l'on observe la vie des fourmis, la vie des abeilles, la vie de toutes les termites, enfin bref, de tous les insectes qui vivent en communauté, on s'apercevra que la solidarité est chez eux une force, hein, et un facteur d'évolution. Et donc la théorie de Kropotkin, c'est que la concurrence n'est pas la loi de la nature et qu'il y a également des tas d'espèces qui survivent et qui sont capables voilà, de surmonter toutes sortes de périls grâce à leur solidarité. La solidarité est une loi de l'évolution, hein, et pas seulement la concurrence et l'égoïsme. D'ailleurs, si l'on envisage à présent le cas de l'égoïsme humain, est-ce que c'est véritablement la loi de la nature? Est-ce qu'on le voit régner partout dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés? Non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose que l'on voit essentiellement répandu dans les sociétés où on a tout, les sociétés les plus évoluées, dans lesquelles effectivement certaines personnes ayant tout peuvent se dire bon bah moi j'ai pas besoin des autres, qu'ils aillent crever si s'il leur manque le nécessaire. Mais quand on regarde des sociétés qui sont plus simples et qui vivent peut-être de façon plus proche de la nature, disons, que les nôtres, eh bien, ce qui prime au contraire, c'est la solidarité. C'est-à-dire que l'égoïsme, c'est le comportement de gens qui ont tout, hein. Et au contraire, dans les sociétés traditionnelles, la loi qui préside au développement de ces sociétés, c'est la loi de la solidarité, hein. Bon, alors, je voudrais ici aller au bout de mon propos et envisager que la nature humaine, au fond, n'existe pas par elle-même, de même que Rousseau reprochait à Hobbes de confondre l'homme de la nature avec l'homme civilisé tel qu'il devient une fois qu'on a enlevé l'État. Hobbes a vécu en fait des guerres civiles terribles qui ont déchiré l'Angleterre dans la première moitié du XVIIe siècle, hein. Il a vu ce que c'était qu'un homme civilisé, c'est-à-dire corrompu par la société, devenu cupide, avare, violent, etc. Voilà, si on supprime l'État, ça donne effectivement The Walking Dead, ça donne effectivement des hommes féroces, acharnés à démolir les autres. Bon, mais ça, c'est l'homme naturel tel qu'il se retrouve une fois qu'on a supprimé les lois. C'est pas l'homme naturel, c'est l'homme civil tel qu'il est une fois qu'on a supprimé l'État, une fois qu'on a supprimé les lois. Mais en fait, la nature de l'homme, par elle-même, ne dicte pas en fait ses comportements de violence et d'égoïsme, hein. Et ici, je voudrais revenir en fait à une philosophie politique que l'on a déjà évoquée, la philosophie politique d'Aristote, c'est-à-dire que au fond, la nature de l'homme n'existe pas par elle-même, elle a besoin d'un cadre bien particulier pour s'épanouir, à savoir le cadre de la cité, hein. Toutes les particularités de la vie humaine qui singularisent la vie humaine correspondent effectivement à des potentialités dans l'homme, mais des potentialités qui ne peuvent s'actualiser qu'au contact des autres humains, hein. Si bien qu'un homme abandonné à lui-même ne pourra jamais apprendre à marcher tout seul, ne pourra jamais apprendre à se tenir debout tout seul, ne pourra jamais même apprendre à dormir tout simplement comme dorment les humains. Je ne parle évidemment pas de parler, je ne parle évidemment pas d'acquérir du savoir, acquérir des techniques, etc. Pour tout cela, on a besoin de la compagnie
de nos semblables, et particulièrement de la solidarité des générations, c'est-à-dire que tout ce qui particularise l'être humain est dû au contact des autres, mais également à l'héritage dont nous sommes titulaires, l'héritage de nos prédécesseurs. Hein. Cela est évident en ce qui concerne le langage, cela est évident en ce qui concerne le savoir, en ce qui concerne les techniques. Si chaque génération devait réinventer tout ce que lui a donné les générations qui l'ont précédé, eh bien l'histoire humaine n'avancerait pas d'un pouce. Hein. Et c'est la raison pour laquelle Aristote définit l'être humain comme un animal politique. C'est-à-dire que, en fait, pour devenir lui-même, pour devenir véritablement homme, l'homme a besoin euh, d'un cadre politique, c'est-à-dire il a besoin de la vie en communauté, il a besoin de la cité. Et c'est pour cela que Aristote écrit au début des Politiques, la cité fait partie des choses qui existent par nature. Il ne veut pas dire par là que les hommes vivent naturellement ensemble, en communauté, mais il veut dire par contre que la vie en communauté, c'est précisément ce qui correspond le mieux à la nature de l'homme, hein, ce qui correspond le mieux aux potentialités de l'homme, ce qui correspond le mieux enfin ce qui permet, excusez-moi, à l'homme de développer ses potentialités, de les actualiser. Hein. Oui, j'ai cité le cas du sommeil tout à l'heure. Mais oui, il se trouve que l'homme est l'un des rares animaux à avoir un sommeil biphasé, hein, c'est-à-dire à passer en fait une partie importante de sa journée de 24 heures à dormir d'un seul trait. Ce type de sommeil est assez peu répandu en fait dans la nature du fait des dangers tout simplement qui entoure la vie de la plupart des êtres vivants. Bon. Chez l'homme, qu'est-ce qui permet que nous dormions ainsi, par exemple, 8 heures ou 10 heures d'affilée? Eh bien, c'est la certitude qu'il ne peut rien nous arriver, ou presque rien nous arriver pendant notre sommeil. C'est-à-dire que si nous vivions dans l'incertitude des dangers extérieurs comme les animaux, nous ne pourrions évidemment pas dormir plus d'une heure ou de 2 heures d'affilée. Hein. C'est-à-dire que le sommeil, en fait, c'est quelque chose qui a dû se construire très lentement à travers les époques. Et d'ailleurs, c'est bien pour cette raison qu'on voit à chaque génération les hommes grandir un petit peu plus, puisque vous savez que c'est pendant le sommeil que s'effectue la croissance. Hein. Et en fait, vous voyez, rien qu'une fonction, excusez-moi, physiologique ici, comme le sommeil, dépend en fait du cadre politique. C'est-à-dire que la potentialité même qui réside dans l'homme, hein, d'avoir un sommeil biphasé et qui définit effectivement la particularité de la vie humaine, c'est voilà une fonction en fait qui dépend du cadre politique. C'est-à-dire que pour pouvoir dormir 8 heures d'affilée, il faut que la paix existe, c'est-à-dire qu'il faut que la société soit organisée, qu'il y ait de l'ordre, que la société ne soit pas livrée au pillage, ni livrée à la menace des ennemis. Hein. Et par conséquent, voilà, pour Aristote, le but de la cité, enfin, pardon, il y a un but de la cité. On ne peut pas considérer que la cité soit simplement livrée à la seule loi de l'appétit des uns et des autres, à la seule loi de la concurrence et de l'égoïsme. Mais en fait, l'objet de la politique, c'est effectivement de permettre aux hommes de vivre bien. C'est-à-dire que c'est effectivement une conception du bien qui préside à l'organisation de la société. Hein. C'est une manière de dire qu'on ne peut pas organiser la société simplement sur le souci de la survie, c'est-à-dire sur le souci, comment dire, économique, mais que s'occuper des affaires politiques, c'est proposer un projet pour la société, proposer un projet de vie bonne, hein, considérer qu'il y a un certain style de vie qui est meilleur qu'un autre certain style de vie. C'est pas forcément une forme de dictature totalitaire. Aristote, d'ailleurs, fait partie de penseurs qui sont plutôt cités par les penseurs du libéralisme, par opposition à Platon. Hein. Mais pourtant, il me semble bien, si je lis fidèlement Aristote, qu'Aristote distingue entre survivre et vivre. Hein. C'est-à-dire que survivre, c'est s'occuper uniquement de la partie servile de l'existence, c'est-à-dire de nos besoins, la partie économique de l'existence. Et cela est nécessaire. La cité a pour origine le souci économique, c'est-à-dire que les hommes sont à l'origine regroupés pour pouvoir plus commodément survivre, mais le but de la cité, la finalité de la cité, ce n'est pas de pourvoir aux besoins, mais c'est de procurer aux hommes le luxe d'avoir du temps et de se livrer à des activités gratuites, se livrer à des activités qui ne sont pas utiles en elles-mêmes, hein, mais qui sont
bonne en elle-même, ce qu'il appelle le loisir. Le loisir et non pas le divertissement. Souvenez-vous, j'ai parlé du divertissement dans la première partie comme une des stratégies de tout temps inventées pour faire consentir à une autorité abusive. J'avais parlé à cette occasion de la Boétie. Je pourrais également parler d'un la Boétie moderne, Guy Debord, qui dans la Société du divertissement, dans les années 70, faisait remarquer que la notion de loisir a de plus en plus de difficultés à exister, tant elle est concurrencée par la notion de divertissement. Le divertissement, c'est une stratégie de pouvoir hein, destinée à faire accepter l'autorité, alors que le loisir, c'est quelque chose qui est complètement différent et qui représente au contraire la finalité véritable de la vie politique, non pas une imposture pour faire accepter l'autorité, mais le véritable but de la politique, c'est ça, c'est de permettre aux hommes le véritable loisir, c'est-à-dire des occupations qui leur permettent de s'épanouir véritablement. Hein. Par conséquent, vous voyez, l'économie, effectivement, est une chose absolument capitale dans l'organisation de la société, mais on ne peut pas réduire la politique aux soins de l'économique. C'est-à-dire que, effectivement, l'économie, c'est la base de la société. Il faut, pour qu'une société fonctionne, que ses membres puissent pourvoir à leurs besoins primaires, hein, mais c'est une activité qui est subordonnée de la même façon que les moyens sont subordonnés à la fin. Personne ne vit pour manger, personne ne vit pour simplement satisfaire ses besoins. Nous avons besoin d'autre chose, hein, qui ne soit pas simplement utile, non pas des moyens en vue d'autres moyens, en vue d'autres moyens, etc., mais nous avons besoin de fin. Hein, de fin, de but. Hein. Et ici, l'État a sa légitimité pour proposer, pas pour imposer, mais pour proposer en fait une certaine vision de la vie bonne, hein, c'est-à-dire proposer en fait une certaine vision d'une société juste. Hein, une société bonne pour fonctionner. Alors en guise de conclusion, je me contenterai de citer que notre époque vit quelque chose qui est très paradoxal, c'est que nous n'avons certainement, enfin, sans doute, jamais eu à disposition autant de moyens financiers, de moyens technologiques, de moyens dégagés par l'économie. Hein, nous vivons dans des sociétés extrêmement prospères, plus prospères que sans doute ne le furent jamais les générations antérieures, mais nous ne savons pas quoi faire de tous ces moyens. C'est-à-dire que nous avons en fait une profusion de moyens dont nous ne savons que faire, puisque nos sociétés ont en grande partie renoncé, excusez-moi, à dicter une fin à laquelle ces moyens puissent être utiles. Dernier exemple en date, voilà, Tesla. On envoie des voitures dans l'espace, bon, effectivement, pourquoi pas, on a les moyens, technologiquement on sait le faire, on peut envoyer on pourrait envoyer effectivement, voilà, on peut envoyer effectivement des voitures dans l'espace. En quoi cela va-t-il changer le sort des hommes? Bon, en rien, bien sûr, hein, mais voilà, on peut le faire. On a les moyens de le faire, mais on ne voit pas à quel but, à quelle fin utiliser les moyens extraordinaires dont nous disposons. Voilà, je vous laisse sur cette conclusion roborative et je vous dis au revoir.